Bonjour à toi, j'avais envie de te faire une vidéo pour comprendre l'hyperphagie. Alors, qui suis-je déjà pour te parler de ça? Je m'appelle Sylvie Bulot. Je suis psychothérapeute en psychologie positive depuis une douzaine d'années. J'accompagne les femmes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, qui n'arrivent pas à se dépêtrer de ça. Et ça vient bien sûr de mon histoire, puisque j'ai souffert et de boulimie vomitive, puis d'hyperphagie, et ça pendant une petite trentaine d'années, j'ai envie de te dire, de mes 7 ans à mes environ 8 ans. Donc oui, ça fait ça. Alors, il faut comprendre que l'hyperphagie boulimique, c'est cette étape où tu ne te fais plus vomir. C'est un peu cette étape où tu as carrément lâché prise. C'est cette étape où, foutu pour foutu, tu vas vraiment manger de tout et tu vas être en train de toujours de te remplir. En anglais, on appelle ça binge eating disorder. Tu as peut-être déjà entendu ça. Et en fait, il n'y a pas de comportement compensatoire. C'est-à-dire que tu manges et que tu n'es pas en train de te dire derrière que tu vas faire du sport, que tu vas te faire vomir, que tu vas prendre des laxatifs, etc., etc. Les troubles du comportement alimentaire ne sont pas figés, voilà, comme je te l'ai dit au début, moi je suis passée par tout un tas de stades avant de m'en sortir. Alors, la question que je me posais à cette époque-là, c'est mais pourquoi je ne peux pas m'arrêter de manger? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'arrêter? C'est juste impossible. Ces épisodes récurrents de consommation, d'alimentation excessif, c'est vraiment une perte de contrôle. C'est-à-dire que assez souvent, les femmes que je peux rencontrer, et ça a été aussi mon cas, on a été dans le contrôle pendant tellement d'années qu'il arrive un moment, tu n'y arrives plus en fait, tu n'arrives plus à être dans le contrôle. Et donc, tu as vraiment ce mal-être, un mal-être profond. Tu as vraiment une détresse émotionnelle, tu n'es vraiment pas bien dans ta tête, dans ton corps en fait. Hem, alors que la boulimie et la boulimie alors, la boulimie, ça peut être vraiment ce sont des épisodes, des petits épisodes. La boulimie vomitive, ce sont des épisodes dans lesquels on se fait vomir, avec vraiment une frénésie alimentaire, des vomissements ou des jeûnes, ou bien du surexercice, donc tout ce qui est compensatoire, ou bien des laxatifs aussi. L'hyperphagie boulimie, c'est je mange tout le temps. En gros, c'est j'ai quasiment toujours quelque chose dans ma bouche. Donc, il y a des épisodes d'hyperphagie qui se caractérisent par une consommation rapide, une grande quantité de nourriture. Et donc, voilà, c'est ce truc-là, je viens manger beaucoup. Donc, ça, c'est la partie boulimie. Je mange jusqu'à me sentir inconfortable, c'est-à-dire que c'est douloureux, d'accord? On ne sait plus écouter sa satiété. Satiété, alors là, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Ça mène jusqu'à un malaise physique, jusqu'à faire vraiment des malaises dans le corps. On est bien d'accord qu'on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur, il y a quelque chose d'émotionnel. Je vous parle toujours du vide émotionnel. Euh, si vous n'avez pas vu, et je vous le mettrai en dessous de cette vidéo, quand je suis montée sur scène et que j'ai expliqué ce décalage entre l'enfant émotionnel et l'adulte, en fait, c'est ça. On essaie de remplir toute cette partie-là. On mange seul avec de la honte, beaucoup de honte. Alors, la différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, ça se ressent par rapport à l'autre. La honte, ça se ressent par rapport à soi. Donc, on a beaucoup de honte. Je sais que souvent, quand on souffre d'hyperphagie, boulimie, on n'ose même pas manger, par exemple, une glace dans la rue, alors qu'à l'intérieur de la maison, on va en manger 4, 5, 6, d'accord? Il y a vraiment cette notion de je mange en cachette. Et puis donc, après la crise, il y a ce dégoût de soi, cette honte, ce moment où je redescends, cette dépression. Voilà, la dépression, c'est ça en fait, c'est quand je descends, c'est toutes ces émotions négatives
qui vont me ramener jusqu'à la prochaine crise. Alors, pourquoi finalement, l'hyperphagie, c'est si difficile à stopper? Ça va être important d'aller regarder les causes en profondeur. C'est multifactoriel. Il n'y a pas qu'une seule cause, sinon ça serait tellement simple. On viendra appuyer sur ce bouton-là et on réglerait totalement le problème. Et donc, il y a différents facteurs qui sont tous interconnectés les uns avec les autres. Et c'est comme si vous aviez une grosse pelote de laine et nous, on va venir déjà tirer sur les fils, desserrer le nœud, enlever un fil et c'est comme ça, un petit peu à la fois, qu'on va y arriver. Il y a des facteurs, environnementaux, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs biologiques. Donc souvent, quand je vous parle de mon approche fin d'amour, je vous parle de tête, cœur, corps. On vient travailler sur tout ça. Donc au niveau des facteurs biologiques, il peut y avoir de la génétique, il peut y avoir des problèmes de neurotransmetteurs. La génétique peut jouer un rôle dans le développement de l'hyperphagie, il y a des études qui en parlent. Il y a certaines personnes qui peuvent être prédisposées à des déséquilibres dans leurs neurotransmetteurs, comme la dopamine ou la sérotonine, et c'est elles qui viennent réguler l'appétit et l'humeur. Et donc ces personnes-là, voilà, il va falloir trouver, comment réguler tout ça. Il y a tout un tas, hein, bien sûr, de facteurs, hein, pour réguler tout ça. On peut faire tout un tas de choses, hein. Et en tout cas, tous ces, dysfonctionnements des neurotransmetteurs, eh bien, vont conduire à la recherche de la nourriture, mais de manière compulsive. Ah! Et tout ça pour, venir ressentir un plaisir, venir ressentir un soulagement. Tout ça, cette compulsion, ça sert à ça. C'est que pendant un moment, ça vient faire: «Ah!». Notre cerveau, il se met en off. Notre corps, il se met en off. C'est comme si tous les problèmes n'existaient plus. On est bien d'accord, c'est un leurre. On est en train de se cacher quelque chose. On est en train de mettre de la nourriture à un endroit où il n'y a pas besoin d'être. Mais jusqu'à ce qu'on ait su le déterminer, ben, on ne sait tout simplement pas faire autrement. Alors, il y a des personnes qui ont des soucis à ce niveau-là et il y a des personnes aussi qui arrivent avec ce problème-là, c'est-à-dire de la régulation de la faim ou de la satiété. Hem, j'ai pas souvent vu des gens voilà, qui sont venus au monde avec ce problème-là. Enfin, voilà, ça n'existe pas. Par contre, j'ai eu une fois une cliente qui avait été opérée au niveau du cerveau et elle n'arrivait plus à réguler sa faim et sa satiété et ça, c'est compliqué vu qu'il manque une partie. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on dérégule. On dérégule cet espace précieux de vie et de survie et de vie normale qui est l'espace entre la faim et la satiété. On ne sent plus sa faim, on mange par habitude, on mange parce que c'est le midi et parce qu'il faut manger avec sa famille. On en ressent une sorte de honte intérieure et donc on n'est pas bien. En plus, on a fait semblant à ce moment-là d'être normal, alors qu'en général, l'hyperphagie qui est ronde, hein, elle est quand même, comme elle ne se fait pas vomir, elle est grosse. Enfin, moi, je suis montée 2 fois à 145 kilos à l'époque. Et donc, on joue le jeu, on donne le change, sauf que, on mange des petites quantités peut-être à table et sortie de table, on est encore plus dans la culpabilité d'avoir mangé un moment où finalement on n'avait pas faim et où on a fait plaisir et où on n'a pas écouté ses besoins et après, eh ben, on va se taper la cloche toute seule, en finissant, les pâtes froides dans le frigo, hem, aller manger le goûter de ses enfants et on va aller en racheter. On est capable, dans ces moments-là, de prendre sa voiture et de faire 10 kilomètres pour aller chercher une plaque de chocolat. C'est là, en fait. Mais ce là, il part de tout le reste. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est les facteurs biologiques. Concernant les facteurs psychologiques, l'anxiété l'anxiété et le stress. Et là, aujourd'hui, on a eu le confinement. Pendant le confinement, j'ai vu arriver à peu près 5 fois plus de clientes qu'avant et beaucoup de jeunes femmes. Là, actuellement, je vois arriver des femmes de 40, 45, 50 ans qui sont dans un état de stress et d'anxiété à cause de ce qu'on vit, à cause, de la guerre en Ukraine,
À cause de tout ce qu'on nous dit que, voilà, il n'y a plus d'argent, c'est la fin du monde, voilà. Elles sont obligées de rester dans leur boulot alors que ça leur plaît pas, qu'elles aimeraient faire autre chose, mais elles n'arrivent pas à se dire que je pourrais faire autre chose parce qu'on est en train de nous dire que ça ne va pas. Donc, on va arrêter d'écouter BFM TV, s'il vous plaît. Il y a aussi de très belles choses dans le monde. Et donc, ce stress, cette anxiété, ce sont des déclencheurs, mais incroyables de l'hyperphagie. Et quand le niveau de stress augmente, le corps va libérer des hormones, notamment le cortisol, qui vont augmenter l'appétit. Et le cortisol, quand on en déclenche un petit peu de temps en temps, tout va bien. Et voilà, beaucoup de gens qui le font, voilà, c'est un moment où, hop, un coup de stress et on va déclencher du cortisol. Sauf qu'il y a un moment, quand avec le stress, l'anxiété profonde, le cortisol devient chronique, la libération de cortisol devient chronique, ça devient extrêmement compliqué. Ça augmente l'appétit. Et alors manger, ça va être le moyen qu'on va trouver pour, encore une fois, amener ce soulagement, amener ce plaisir, gérer ou réduire ce stress. Et on rentre comme ça dans un cercle vachement vicieux en fait. Et la nourriture, ça devient un mécanisme d'adaptation. Dans les facteurs psychologiques aussi, il peut y avoir les troubles de l'humeur, donc notamment des personnes qui souffrent de dépression. Tout à l'heure, je vous parlais de dépression après manger. Là, je parle vraiment de la dépression, hein, d'accord? Donc, ces gens-là, donc, qui ont été déclarés dépressifs par un médecin, vont être plus fragiles et plus susceptibles de développer des comportements alimentaires compulsifs. L'alimentation va venir compenser un vide émotionnel comme un réconfort ou bien aussi comme une punition. Parfois, j'ai des clientes qui viennent et qui me disent: «Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. J'ai l'impression que je me suicide à petit feu». Ça a été mon cas. Je me suis fait cette réflexion il y a plus de 20 ans. Je me disais: «Mais bon sang, tu es en train de te foutre en l'air, tu es en train de te suicider, tu es en train de te flageller, tu es en train de te punir». Et ça, encore une fois, ça fait le cercle vicieux et ça ramène encore plus dans la dépression. Dans les troubles psychologiques, il y a l'estime de soi et l'image corporelle qu'on a de soi. On le sait qu'avoir une mauvaise image de son corps, avoir une mauvaise image de soi, c'est des facteurs qui vont contribuer à ce qu'on ait de l'hyperphagie. Donc des personnes qui vont avoir une perception négative de leur corps, qui vont toujours être dans le jugement. Je suis pas ceci, je suis pas assez bien, mes jambes sont pas assez belles, ah c'est le body summer, je suis pas assez mince, ah j'ai du ventre, etc., etc. Toutes ces choses-là qu'on est en train de se dire, eh bien, vont prendre la nourriture comme encore une fois cette forme d'autopunition ou de réconfort. Mais en tout cas, c'est toujours le cercle vicieux qui va aggraver le malaise émotionnel, donc avec la honte, etc., et le malaise physique, puisque comme on ne se fait pas vomir, on grossit. Ensuite, je voulais vous parler des facteurs environnementaux et ça, je pense que c'est la chose sur laquelle vous pouvez avoir le plus d'interaction là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant. L'accessibilité à l'information, et je vous disais, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter BFM TV en boucle. J'ai même envie de dire à l'extrême, arrêtez d'écouter les infos. Moi, je n'ai plus de télé depuis une quinzaine d'années, je n'écoute pas les infos. Rassurez-vous, les infos savent venir à moi. Quand il y a eu le confinement, ma mère m'a appelée parce qu'elle sait que je n'ai pas les infos et on ne sait jamais, hein. Elle a su me prévenir. Donc, l'info viendra toujours à vous. Vous pouvez écouter les infos, je ne sais pas, une fois par semaine. Moi, je sais qu'à aujourd'hui, quand je monte dans ma voiture, avant, j'écoutais encore les infos, je ne le fais même plus parce que quand j'entends cette négative ambiance que l'on nous met dans la tête, ça nous tire vers le bas et je ne veux pas de ça dans ma vie. Il y a aussi des belles choses dans la vie. Donc, faites-vous accompagner de personnes positives, de personnes qui vont vous permettre de sortir de ce cercle vicieux. Et je vous encourage vraiment à venir dans le groupe parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit positif dans ce groupe. Et puis, au-delà de l'accessibilité à l'info, il y a, en tout cas au travers de la télé, tout ce qui est la publicité. Il y a aussi dans les magazines, il y a aussi un petit peu partout, mais la bouffe, elle est partout. La bouffe, elle est partout. Je me souviens être allée chez des amis, j'avais pas regardé la télé depuis, des années et j'étais
atterré de toutes ces publicités où on vous vend tout un tas d'aliments riches en calories, pauvres en nutriments, ça ne nourrit pas votre corps. Ça a été étudié exprès pour vous faire saliver, pour vous donner l'envie d'acheter. Donc vraiment, si vous pouvez arrêter de regarder la télé, faites-le. Ensuite, il y a les habitudes familiales et culturelles. Et ça se forme depuis l'enfance, dans des familles où la nourriture, elle va être utilisée comme une récompense ou un réconfort. Eh bien, ces personnes-là peuvent inconsciemment hem, hem, manger parce qu'elles ont été, bien malgré elles, menées vers ça, menées vers des comportements alimentaires désordonnés. Et puis, on le sait, on est dans des cultures où il faut faire voir qu'on a ce qu'il faut, donc il faut bien manger. On est aussi dans un pays qui a connu la guerre et nos parents ont entendu leurs parents encore, ou les grands-parents qui nous disent, «Finis ton assiette, moi j'ai connu la guerre», ou «Finis ton assiette, on va pas jeter, ça coûte cher» et toutes ces choses vont exacerber les tendances à l'hyperphagie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant l'hyperphagie, la prise de conscience. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous retrouvez dans tout ça et je vous fais une suite pour savoir, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça et comment je m'en sors. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!